Bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Philippe Chrétien, CTO chez Cligroup. Renaud. Bonjour, moi je m'appelle Renaud Felten et je suis expert cybersécurité au sein de la practice cybersécurité de Cligroup. Alors, il y a quelques personnes qui étaient déjà présentes à la présentation précédente. Donc, vous avez vu comment on pouvait hacker des conteneurs Kubernetes. Là, on va changer de conteneur et on va proposer un hacking. Il y a eu beaucoup de lignes de code, donc je vous propose de faire une petite respiration et de contempler le monde merveilleux dans lequel on est. Il y a une vraie poésie quand même dans la cybersécurité. Donc, Log4Shell, ça vous parle? Il y en a qui ont passé des nuits blanches, hein, j'espère, avec Log4Shell. Est-ce que vous connaissez, il y a des jeunes ici, enfin plus jeunes que moi en tout cas, le dieu de la mort, ça vous parle, hein, le Death Note? Ouais, c'est magnifique, hein. Et le personnage principal, donc c'est le personnage principal, enfin un des personnages, c'est Ryuk. Donc magnifique. Ouais, il y en a plusieurs. Mais Ryuk, donc, qui a aussi fait quelques cauchemars. Pour les plus anciens, WannaCry, c'est 2017, un petit peu plus nostalgie. Donc Ransomware aussi, Petya Not Petya. Moi j'aime bien Eternal Blue. Quand même, c'est une ode à Microsoft, ce fameux écran bleu. Print Nightmare, une belle vulnérabilité aussi, hein. Pour les plus anciens, Heartbleed, ça vous rappelle quelque chose? Je ne sais pas, Heartbleed. Loki, plus récent. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que tu vas utiliser. Non, aucune de celles-là. On verra, peut-être des choses un peu plus récentes. Peut-être, ouais. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une démonstration en live d'un hacking. Tu vas faire du code? Bah, j'en ai fait, mais là, on n'aura pas le temps de le voir. Voilà. Donc, merci Philippe. Donc, juste avant de démarrer la démo, je voulais juste que vous ayez à l'esprit un petit peu la méthodologie d'un hacker lorsqu'il va s'attaquer à un système. Donc, dans un premier temps, il va identifier une cible. C'est ce qu'on appelle définir le périmètre. Lorsqu'il a identifié une cible, il va passer par une phase de collecte d'informations. Donc, il va essayer d'identifier un système à attaquer qui lui semble vulnérable, une personne, parce qu'il n'y a pas que le système que l'on peut attaquer. Une fois qu'il aura obtenu ces informations, il va faire un tri, puis il va identifier, donc, comme je vous le disais, la personne ou le système à compromettre. Il va exploiter une ou plusieurs vulnérabilités dans le but de le compromettre et, in fine, de s'introduire dans le système. Souvent, ça va consister à avoir une connexion distante via un shell. Une fois qu'on a mis cette connexion, il va falloir essayer de faire en sorte de la maintenir, parce que des fois, en exploitant des vulnérabilités, c'est des choses qui sont courtes. Et donc, on va essayer à partir de cela de mettre quelque chose de plus pérenne pour pouvoir ensuite poursuivre son attaque et faire de l'exfiltration de données. Donc, tout ça, un attaquant, lorsqu'il le fait, il essaie de garder à l'esprit que le système auquel il s'attaque, il y a des systèmes automatisés de défense, il y a des gens qui regardent un petit peu ce qui se passe. Bref, il y a des choses qui sont là pour essayer de détecter qu'il y a une trace d'une attaque. Donc là, l'objectif de l'attaquant, ça va être de faire en sorte de ne pas se faire détecter. Donc là, il va faire tout un travail de couvrir ses traces. Donc tout ce que je vous explique là, c'est cyclique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a réussi à identifier une première cible, rien ne nous dit que ce soit la cible auquel on souhaite accéder. Donc, on va réitérer toutes ces étapes. On va essayer d'identifier au sein de ce périmètre de nouvelles machines, de nouvelles personnes à exploiter pour, in fine, essayer de compromettre un système complet. Donc, gardez à l'esprit ces étapes-là parce que c'est un peu dans cette optique-là qu'on va faire cette démonstration. Donc, on va tout de suite y aller. Alors, petit disclaimer avant de faire la démonstration. Là, vous allez voir en une vingtaine de minutes ce qui a pris plusieurs heures, voire plusieurs jours à effectuer. En conséquence, il a fallu simplifier les choses. Il y a des choses qui sont déjà prêtes. Donc, c'est pour qu'on puisse tenir les délais. Tout ce qu'on va voir, c'est un environnement contrôlé, c'est un laboratoire, parce que je vous rappelle, on n'a pas le droit de s'attaquer à un système automatisé qui ne nous appartient pas. Il faut avoir l'accord du propriétaire. Sinon, vous vous exposez à des sanctions pénales, donc c'est-à-dire de la prison et des grosses amendes. Oui, alors ils sont là-bas, ils ne sont pas très loin, hein, on les reconnaît, c'est le ministère de l'Intérieur, donc la police judiciaire. Voilà, donc j'aimerais éviter qu'ils passent au stand tout à l'heure. Alors, ça y est, c'est parti. Je suis dans la peau d'un hacker. Donc, vous connaissez sans doute Nitrosoft, c'est un leader mondial du secteur numérique. Ils aident plusieurs solutions, que ce soit des solutions logicielles, bureautiques, des systèmes d'authentification. Ils sont aussi connus pour un système d'exploitation qui est beaucoup utilisé dans le monde. Et moi, j'ai décidé de m'attaquer à eux.
Problème, c'est que là, je m'attaque à du gros. C'est-à-dire qu'eux, ils ont les moyens techniques, voire même humains, pour bloquer les attaques, les détecter. Bref, c'est compliqué. Pourtant, j'ai envie de tenter l'aventure et mon objectif, ça va être d'essayer de compromettre une de leurs machines. Donc là, à partir de ça, j'ai identifié ma cible. Première étape, je vais essayer de collecter de l'information. Comment je collecte de l'information? Je vais utiliser toutes les informations qui sont disponibles en source ouverte. Donc là, on va faire ce qu'on appelle, on va exploiter l'OSINT, donc l'Open Source Intelligence. Donc là, par exemple, on cherche une entreprise. Souvent, ce qu'on va regarder, c'est sur les réseaux sociaux professionnels, par exemple, donc ici LinkedIn, ce que je peux trouver. Donc, je vais pouvoir récolter des informations. Il y a des choses qui vont me servir, d'autres qui ne vont pas me servir. Là, je vais essayer de regarder un petit peu l'activité de Nitrosoft, de voir ce qu'ils publient un petit peu sur les réseaux. Et là, il y a quelque chose qui va m'interpeller. C'est ce post. Ça concerne le métavers. Donc, Nitrosoft, ils ont décidé d'aller dans cette direction, dans cette nouveauté, et ils essayent de créer le premier moteur de recherche du métavers. Et ils ne vont pas le faire tout seuls, ils vont le faire avec une autre entreprise, un partenaire qui s'appelle Bingedin. Donc là, j'ai une nouvelle information, je vais aller regarder ce qui se passe de ce côté-là. Parce que peut-être que je ne peux pas m'attaquer à Nitrosoft, mais peut-être que Bingedin, c'est une entreprise qui a moins de moyens et sur lequel je peux me concentrer pour ensuite, in fine, attaquer Nitrosoft. Donc là, Bingedin, on voit déjà par rapport au nombre d'employés de Nitrosoft, ça a l'air d'être une plus petite structure. Donc, comme je vous le disais, ils ont peut-être moins de moyens en place pour la sécurité de leur système. Donc, en creusant au niveau de Bingedin, je vais regarder les employés et au fil de mes recherches, je vais identifier un certain Jean Maligrad qui travaille sur le projet justement de Nitrosoft et qui travaille donc chez Bingedin. Donc, à partir de cette personne que j'identifie, je vais recommencer un petit peu ma collecte d'informations. Je vais aller faire le tour sur les réseaux sociaux, sur Internet, toutes les infos que je trouve. Et je vais identifier plusieurs choses. La première, c'est que Jean Maligrad, il est fan de crypto-monnaie. Et à tel point qu'il a même convaincu son entreprise de travailler dessus et de mettre en place des projets open source. Donc là, sur un de ses tweets, j'ai identifié plusieurs choses. La première chose, c'est ce fameux projet open source. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai même tout de suite l'adresse d'un GitLab, donc un GitLab qui appartient à Bingedin. Donc là, tout de suite, c'est intéressant pour moi parce qu'il y aura peut-être des choses à regarder de ce côté-là. Donc justement, j'y vais. Et au niveau des commits qui ont été transmis sur ce projet open source, eh bien, je pu récupérer l'adresse email de Jean. GitLab, tu peux préciser? Alors GitLab, c'est un gestionnaire de sources. Peut-être que d'autres connaissent plus GitHub, c'est plus gros. C'est pareil. Voilà. Et l'idée, c'est, on s'en sert beaucoup dans l'informatique pour tout ce qui est la gestion de version au niveau des applications qu'on développe, des projets, etc. Et donc, dans les traces qu'on laisse dans les messages de versionning, on peut retrouver l'adresse mail. Donc, moi, j'ai une adresse mail, c'est une information importante, pardon. Peut-être que ça me servira pour la suite. Donc, en poursuivant mes recherches, je tombe sur un serveur Discord sur de la crypto-monnaie. Et là, j'apprends une info intéressante. Alors, pour vous, ça peut paraître anodin, mais là, on voit que Jean, il essaye de chercher une nouvelle crypto-monnaie sur laquelle il pourra investir pour élargir son portefeuille. Donc là, bon, certes, à quoi ça pourrait me servir? Eh bien, ça pourrait me servir à faire une attaque sur Jean, une attaque liée à l'ingénierie sociale. Donc l'ingénierie sociale, en fait, ça va consister à créer un scénario dans lequel je vais pouvoir convaincre Jean Maligrad qu'il est face à quelque chose de légitime et derrière, je vais essayer de récupérer des informations. Donc moi, en tant qu'attaquant, j'ai créé une fausse crypto-monnaie qui s'appelle la Dogecoin avec une page. Et sur cette page, en fait, ici, vous voyez, il y a un bouton qui permet de se connecter avec son compte Nitrosoft. En effet, il y a des services qui utilisent des systèmes d'authentification d'autres entreprises plutôt que de mettre en place leur propre système de gestion de connexion. Et là, en fait, je vais exploiter une attaque qui a fait un peu parler d'elle il y a quelques mois. C'est l'attaque Browser in the Browser. Ça consiste, en fait, à utiliser l'apparence d'une fenêtre de pop-up d'une connexion avec un service tiers, donc ici Nitrosoft. Comme je vous le disais, ils ont développé une solution d'authentification. Et donc, ici, au lieu d'avoir une pop-up, on va avoir une iframe dans laquelle, en fait, on va pouvoir tout modifier, notamment le CSS, et on va pouvoir même écrire une barre d'URL qui ressemble trait pour trait à l'adresse mail de Nitrosoft. Pourtant, derrière, ce n'est pas du tout une URL. Et là, on perd tout de suite la personne, même si elle fait attention, si elle est au fait des attaques liées à l'ingénierie sociale, eh ben, là, c'est difficile de détecter qu'il y a un problème. Et donc, à partir de ça, en fait, moi, ce que je vais attendre, si Jean se fait avoir, c'est qu'il va rentrer ses identifiants pour se connecter avec son compte Nitrosoft. Et puis, je vais pouvoir peut-être par la suite exploiter tout ça.
Et donc, je vous le disais, cette ingénierie sociale, qu'est-ce que j'en fais? Eh ben, je vais faire une attaque qu'on appelle de spear phishing. Je pense que vous connaissez tous le phishing. Vous avez tous reçu des mails d'hameçonnage classiques, assurance maladie, banque. Si, je suis sûr, Philippe, toi t'en as. De formation. Centre de formation aussi, le compte CPF, même par SMS d'ailleurs. Et donc, je vais exploiter cette technique-là, sauf que là, je vais faire du spear phishing, donc c'est ciblé. Donc, j'ai ciblé avec toutes les informations que j'ai eues sur Jean Maligrad. Donc là, mon but, c'est de me faire passer pour une entreprise, donc Guncoin, de l'inciter à aller sur mon lien pour se connecter. Et puis, si j'ai de la chance, je vais pouvoir donc récupérer des identifiants. Donc là, je me connecte sur ma machine d'attaquant, donc c'est une simple Kali pour la démo. Et puis, j'envoie le mail, et puis j'ai mis en place un listener. Et si tout va bien, je vais attendre de voir si Jean Maligrad se fait avoir. Donc ça prend un peu de temps, forcément, il reçoit le mail, il faut qu'il l'ouvre, il faut qu'il regarde aussi le site, et puis il faut qu'il rentre des informations. Ah, là, je vois que j'ai reçu des données. Et puis en plus, si je regarde bien, j'ai bien le username et un mot de passe. Donc le compte Nitrosoft de Jean. Là, on me dit, c'est super, tu vas pas te connecter sur le compte Nitrosoft. Ouais, mais il y a deux problèmes. C'est pas parce que j'utilise une solution d'authentification que je vais pouvoir accéder au SI. Puis en plus, comme je vous le disais, Nitrosoft, ils ont des moyens financiers. Donc ils sont au fait de la sécurité. Quand on utilise un de leurs comptes, ils ont mis en place un deuxième facteur d'authentification. Je suis à peu près sûr à 99% que Jean l'a. Donc là, ça veut dire j'ai un mot de passe, mais il faudrait aussi que je m'attaque au deuxième facteur. Moi, je suis un feignant en tant que hacker. Je vais toujours choisir la simplicité. Donc là, je vais, avant de vouloir m'investir là-dedans, je vais essayer un peu de me rappeler des informations que j'avais récoltées. Et là, si on se souvient bien, on avait le GitLab de Bingedin. Souvent, une des mauvaises habitudes des personnes, et c'est plus souvent qu'on ne le croit, on a tendance à réutiliser plusieurs fois le même mot de passe. Donc là, je me dis, j'ai rien à perdre à essayer de tester. Et peut-être que sur Bingedin, eux, comme je vous le disais, ils ont moins de sécurité. C'est peut-être plus simple de se connecter. Il y a juste besoin d'un mot de passe. Il n'y a pas besoin d'un deuxième facteur. Donc là, je tente. Et là, bingo, Jean, il a la mauvaise habitude d'utiliser le même mot de passe. Donc là, tout de suite, j'arrive sur le GitLab en tant que Jean. Donc j'ai accès à tous les projets qu'il a. Donc là, il y a des projets publics. Donc on ne va pas aller dessus parce que j'ai déjà pu y accéder auparavant et j'ai exploité ce que j'avais exploité. Ce qui va m'intéresser, c'est ce projet-là. Et si on regarde bien, Nitrosoft Search, c'est le projet pour lequel Jean travaille avec Nitrosoft. Donc ici, j'ai accès à tout le code source de l'application qui est en cours de développement de Nitrosoft Search. Et donc là, moi, j'ai une nouvelle mine d'or à explorer. Donc là, on va y passer un petit peu cette étape. J'ai fait ce travail en amont. Ce qui va m'intéresser, c'est dans ce dossier config, c'est un fichier qui s'appelle config properties. Ici, il y a un premier élément qui va m'intéresser, c'est la version qui est utilisée de ce framework, donc Spring. Spring, c'est un framework qui permet de développer en Java. Et cette version-là, elle est vulnérable à une attaque qui est très récente aussi, ça date de mars, ça s'appelle Spring4Shell. Ça ressemble un petit peu à Log4Shell pour certains qui ont connu. C'est un petit peu plus tricky à exploiter, mais moi, je vois ça, je me dis, au moins, j'ai un point d'entrée que je vais pouvoir exploiter. C'est l'attaque de printemps sur Spring. Ouais, c'est exactement ça, tout est lié. Et donc, problème, c'est que j'ai peut-être un truc à exploiter, mais j'exploite où? Là, on voit qu'il y a un autre, mais ça a été variabilisé, donc c'est déjà plus compliqué à trouver. Ce qu'il faut savoir, gestion de version, qui dit gestion de version, dit il y a des messages de versionning. Et moi, ce que je vais regarder aussi, lorsque j'ai accès à ce genre de compte Git, c'est tous les commits qui ont été effectués. Et là, on voit dans le premier commit de l'application, l'adresse était écrite en dur. Et Jean n'était peut-être pas au fait que tout était tracé, même les infos qu'on supprime, et il n'a pas fait les commandes qu'il fallait pour supprimer définitivement cette information. Et donc là, j'ai une URL. On voit que l'URL, c'est une recette externe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, les recettes externes, quand on travaille avec plein de projets informatiques, on a du mal à tout surveiller lorsqu'on ouvre des portes. Mais ces recettes externes, ça permet à l'entreprise cliente et aux partenaires qui développent d'y accéder et puis de faire des retours. Donc moi, si j'ai un peu de chance, peut-être que les configurations n'ont pas encore été faites pour isoler le réseau. Souvent, on le fait après coup et donc ça laisse une porte d'entrée pour les attaquants. Donc là, tout ce que je vais faire, c'est déjà voir si j'y ai accès. Peut-être que je me trompe. Là, bingo, mauvaise pratique, c'est exposé sur Internet. Donc là, je vais pouvoir regarder. Là, tu as fait quoi? Tu as fait un ping? Ouais, j'ai juste fait un ping parce que là, ils ont laissé le ping. Donc ça me permet. Après, j'aurais pu faire d'autres moyens, mais là, c'est pour la démonstration, c'est plus simple de comprendre que c'est accessible. Donc là, je vais pouvoir utiliser des outils qui vont permettre d'énumérer tous les services qui sont ouverts sur Internet
et accessible par n'importe qui. Donc là, j'utilise souvent Nmap. Donc pour gagner du temps, je vous ai déjà fait la commande. Et si on regarde, ici, il y a 2 services qui sont ouverts. Le premier, c'est SSH. Donc ça se permet de se connecter à distance sur le serveur. Donc là, le fait qu'il soit exposé publiquement, ça peut être dangereux parce que là, rappelez-vous, j'ai un identifiant, j'ai un mot de passe. On voit qu'il a tendance à utiliser le même mot de passe. Bah là, tout de suite, ce que je vais faire, c'est de me connecter en SSH avec le compte. Donc, je vous épargne la phase de recherche qui me permet d'identifier des noms de comptes valides. J'ai identifié un compte Maligrad et je vais me connecter en SSH. Puis quand il va me demander le mot de passe, bah, je vais essayer de le rentrer. Là, problème, on ne me demande pas un mot de passe, on me dit permission denied public key. Ce que ça veut dire, c'est que pour s'authentifier, ce n'est pas par mot de passe, c'est en utilisant un système de clés, ce qui est plus sécurisé, parce que j'ai pas accès si je n'ai pas la clé privée qui me permet de me connecter avec ce compte, je ne pourrai pas accéder à la machine. Donc là, bon, pour l'instant, ce point-là ne me sert pas. Ce qu'on voit, c'est que le port 80 est ouvert, donc potentiellement, sur ce port-là, tourne l'application vulnérable. Donc là, ce que je vais faire, c'est simplement, j'ai un petit programme qui permet de détecter si le Spring qui est lancé est vulnérable à Spring4Shell, s'il y a tous les éléments de configuration. Et donc, on va voir ce qui se passe. Alors, ah oui. Je suis peut-être pas... C'est pas facile avec une seule main. Hop, voilà. Donc là, le programme se lance et il va essayer de détecter, certes, il y a quelque chose qui est exposé sur port 80, mais il faut identifier un point d'entrée vulnérable, donc un endpoint. Et cet endpoint, là, il m'en identifie un. Là, on voit ce chemin et le world greeting. Et il me dit, bah, là, ça sent la vulnérabilité exploitable. Donc, à partir de cette info, il va même me donner l'URL complète. J'ai bien fait les choses. Et donc, j'ai un autre programme qui va essayer d'exploiter la vulnérabilité. Donc ici, je vais le lancer. Hop. Voilà, je lui donne l'URL que j'ai obtenue. Et si tout va bien, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre en place un web shell. Donc un web shell, c'est comme un shell auquel on accède via SSH, sauf que là, c'est via le protocole HTTP. Et je vais pouvoir normalement effectuer des commandes qui vont s'exécuter sur le serveur distant. Donc là, il me dit, super, j'ai réussi à le déployer et tu pourras le trouver ici. Donc là, j'ouvre mon navigateur et puis je tape l'URL qu'on m'a donné. Et donc, si tout va bien, je devrais pouvoir accéder à mon web shell. Comment je peux confirmer cela? Bah, ici, je lui ai dit, je lui rentre la commande ID, je lui dis bah, en quoi je suis connecté sur le serveur distant. Donc là, je vois que je suis connecté en route. Alors là, moi, c'est Banco. J'ai déjà un utilisateur qui a tous les droits. Donc, yes. Alors moi, j'aime pas travailler avec des web shells. J'aime bien plutôt travailler directement avec mes consoles. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place un reverse shell. Donc là, j'ai un petit logiciel Netcat qui me permet de mettre en place ce listener. Et puis, je vais à distance lancer une commande qui va ouvrir une connexion distante et taper sur mon listener. Donc là, si tout va bien, je devrais recevoir, voilà, ici, il me dit connexion depuis mon adresse. Et donc là, Banco, j'ai un reverse shell. Je peux essayer de le prouver. Voilà, je tape une commande, il me répond. Donc là, le fait que je sois root, c'est très intéressant, mais j'ai quand même un petit doute. Je voudrais vérifier quelque chose. Alors, ceux qui étaient là tout à l'heure pour la conférence Kubernetes, ça pourra peut-être vous intéresser. Mais voilà, ça pourra vous rappeler des choses aussi. C'est que ici, si je regarde à la racine, j'ai un point Docker. Donc ça veut dire que je ne suis pas directement sur le serveur, je suis sur un conteneur qui est hébergé, qui est hosté par le serveur que je souhaiterais attaquer. Donc moi, ça m'embête en tant qu'attaquant, c'est que je suis restreint dans mes mouvements. Donc là, il y a toute une phase d'énumération qui pourrait commencer, essayer d'identifier des vulnérabilités liées à Docker pour essayer de sortir de ce conteneur. Donc là, je vous épargne la recherche. Ce que je vais identifier très rapidement, c'est qu'ici, si je regarde ce qui est au niveau de ce répertoire, qui contient l'ensemble des volumes et file system qui sont accessibles via le conteneur, on voit que j'ai plein de volumes. Et ça, souvent, c'est le signe que le conteneur Docker qui est lancé sur le serveur, il est lancé avec beaucoup de droits. C'est-à-dire qu'il est potentiellement lancé en tant que privileged. C'est une commande Docker qui permet de se simplifier la vie quand on déploie des choses. Mais moi, en tant qu'attaquant, c'est mine d'or. Pour les personnes qui déploient ça, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Tout simplement parce que je vais pouvoir accéder au file system du serveur qui héberge ce conteneur.
Et qui dit accès dit potentiellement information que je vais pouvoir récupérer, que je ne suis pas censé pouvoir récupérer. Donc pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement monter un volume. Et sur ce volume que je vais monter, je vais lui dire, montre-moi le volume du file system du serveur. Donc là, je fais ça, et je crée un dossier, un répertoire qui me servira de point de montage, et puis je monte le répertoire, et si tout va bien, et que je fais un ls, voilà, ici, ce que vous voyez, c'est les répertoires du serveur distant et puis du conteneur. Donc là, moi, c'est super, dans le sens où je vais pouvoir récupérer des informations. Là, je vais commencer encore une phase d'énumération, et ce que je vais me rendre compte, c'est que la clé SSH de Maligrad, il l'a créée, il la stocke directement sur le serveur. Et donc là, je vais pouvoir aller la récupérer. Hop. Et donc, si tout va bien, voilà, ce que vous voyez ici, c'est la clé privée de Maligrad. Et donc, avec ça, je vais pouvoir me connecter en SSH, puisque rappelez-vous, ce port était accessible. Donc, je vais la récupérer. Je vais quitter mon reverse shell. Et puis, je vais simplement créer un fichier et l'importer chez moi. Et une fois que je l'ai importé, je vais tout simplement me connecter à l'utilisateur Maligrad avec sa clé SSH. Et si tout va bien, voilà, je suis connecté en Maligrad sur le serveur. Donc là, j'ai réussi à sortir du conteneur. Bon, vous allez me dire, c'est chouette, mais là, j'ai un utilisateur, si je regarde, il n'a même pas les droits sudo. Donc, il ne peut même pas faire des commandes en tant que root. Et moi, en tant que hacker, mon objectif, c'est de compromettre la machine au total. Donc, c'est-à-dire, il faudrait que j'ai un compte qui ait plus de droits. Donc là, sur du Linux, c'est souvent, c'est-à-dire avoir le compte root. Donc là, encore une fois, c'est reparti. Je vais faire toute une phase d'énumération et je vais essayer d'identifier des choses. Là, ce qui va m'intéresser, c'est si je regarde la version qui est déployée sur ce serveur, c'est du Debian, et ça a un noyau Linux 5.10.46.4. Donc là, vous allez me dire, bon, chouette, mais vous voyez que ça date de 2021, cette version-là, donc c'est déjà pas très à jour. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'encore une fois, mars, ça a été plutôt une mauvaise année pour nous, une bonne année pour les hackers, c'est qu'il y a une vulnérabilité qui est sortie qui s'appelle Dirty Pipe. Donc c'est un peu le reuse d'une vieille vulnérabilité qui est sortie, je crois, en 2012, et qui se base sur la gestion de création de fichiers via ce qui s'appelle des dirty pages. Et donc, en exploitant cette faille, en fait, on peut faire ce qu'on appelle de l'élévation de privilèges. C'est-à-dire que même si je suis avec un utilisateur lambda, je vais pouvoir normalement faire en sorte d'avoir le compte root in fine. Donc là, j'ai importé sur ma machine un premier fichier qui va vérifier si c'est bien cette version, elle est bien vulnérable, comme je vous le disais. Et là, vous voyez, il me dit bien, cette version-là, paf, elle est vulnérable à Dirty Pipe. Donc là, j'arrive avec mon petit exploit qui permet de faire en sorte de provoquer la vulnérabilité et de m'obtenir un utilisateur root. Donc ici, il est sur ce programme qui s'appelle Dirty Pipe. Et en fait, ce programme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exploiter cette faille pour réécrire le fichier etc password, donc qui contient la liste des utilisateurs du serveur. Et il va simplement changer le mot de passe de l'utilisateur root et ici le mettre à pipe. Et donc là, si l'exploit a bien fonctionné, si je fais un su root et que je rentre le mot de passe pipe, si tout va bien et que je fais un ID, là, je suis bien root. Et donc là, ça veut dire que j'ai un accès total et complet à la machine. Donc si on regarde par rapport au début, mission accomplie, j'ai bien réussi à m'introduire dans le réseau Nitrosoft. Et en plus, j'ai compromis une machine en étant root. Et ça, c'est très important pour la suite des opérations. Hop, donc si je reviens à la présentation, si on essaye de faire une synthèse, on a voulu s'attaquer à du gros. C'était compliqué de faire une attaque frontale. Donc ce qu'on a fait, à partir des informations qu'on a obtenues, on a identifié un partenaire de Nitrosoft. Et chez ce partenaire, une personne à haut intérêt, puisqu'elle travaillait sur le projet. On a pu exploiter la faille humaine pour obtenir des informations. À partir de ça, on a identifié une machine qui était exposée sur Internet, donc une machine de Nitrosoft. Et là, on a pu exploiter des vulnérabilités. Une première vulnérabilité pour s'introduire dans la machine. On était dans un conteneur, on s'en est échappé. Et puis là, on a obtenu un compte à faible privilège, mais en exploitant une autre faille, on a pu devenir root de la machine. Et maintenant qu'on est root, en fait, pour la suite des opérations, moi en tant qu'attaquant, je vais pouvoir faire des mouvements latéraux. Donc après avoir mis en place un accès distant, parce qu'il faut que je puisse revenir quand même faire mes petites affaires, je vais pouvoir essayer d'analyser le réseau, essayer de compromettre d'autres machines, et notamment tout ce qui est la gestion des utilisateurs pour potentiellement balancer un ransomware.
Donc, si on résume toutes les vulnérabilités qu'on a vues, on pourrait les regrouper en 3 grandes catégories. Il y a tout ce qui est les mauvaises habitudes, finalement, liées souvent à l'humain. Il y a aussi tout ce qui sont les mauvaises configurations. On avait un conteneur qui était trop permissif, et à partir de ça, on a pu exploiter des failles. Et enfin, il y a tout ce qui est lié à des problèmes de mise à jour. Oui, des vulnérabilités, il en sort tous les jours. Et si on ne fait pas attention et si on les sous-estime, ça peut être un danger pour l'entreprise. Et donc, Philippe, je ne sais pas si tu as un dernier mot pour la fin, pour éventuellement savoir… Heureusement, ça n'arrive jamais. Les hackers ne s'attaquent jamais au plus faible, mais toujours au plus fort. Les utilisateurs n'ont jamais de mauvaises habitudes, donc ça serait dommage de les sensibiliser. Ça serait dommage de travailler sur des nouvelles configurations ou de mettre à jour les systèmes. Non. Ouais, non, ça n'arrive jamais. Hein. C'est pas arrivé à Airbus, justement, qui s'est pris ce type d'attaque qu'on appelle supply chain attack en 2019, donc c'est pas si vieux que ça. L'année dernière, il y a une entreprise qui s'appelle SolarWind qui s'est fait gentiment hacker. Les hackers ont pu mettre une backdoor sur leur logiciel. Ce logiciel, il est déployé dans toutes les administrations américaines. Puis les administrations américaines, sans le savoir, elles se sont pris une petite backdoor qui a permis de la fuite d'informations. Donc non, ça n'arrive jamais. Alors merci à tous. Avant de conclure, on est situé, assez facile pour nous, à la sortie. Donc si vous avez des questions, on a encore du temps ? Oui, on a encore le temps. On peut poser des questions et nous, on est prêt à vous accueillir pour discuter avec vous. Voilà, du coup, nous allons commencer la session de questions-réponses. Pour ceux qui souhaiteraient ensuite quitter la salle, je vous prierai de le faire par cet endroit de ce côté, de manière à pouvoir préserver les flux. Je vais prendre un de vos 2 micros, s'il vous plaît. Merci bien. Et donc, me diriger vers le public afin de savoir qui souhaitait poser une question ou une demande d'éclairage, quelque chose qu'il souhaiterait voir éclaircir. Eh bien, écoutez, tout semble clair. Ah, si, j'ai une question. Tenez. Bonjour. Juste une question très rapidement. C'est par rapport à la dernière phase du hacking concernant l'effacement des traces. Est-ce que vous pouvez très rapidement passer là-dessus? Alors oui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais vous l'avez vu à l'écran. Moi, la démo, je n'ai pas fait la phase de suppression de traces parce que c'est quelque chose qui peut prendre énormément de temps. Et même pas forcément lorsqu'on a hacké le système, faire effacer les traces, c'est aussi s'introduire dans le système. Quand on essaie de s'introduire quelque part, on laisse beaucoup de bruit en fonction de la discrétion qu'on souhaite avoir. Donc là, la suppression de traces, c'est variable. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ces petites affaires, on va aller altérer les fichiers de log. C'est parce que souvent, quand il y a un incident, les premières choses qu'on vérifie, c'est les fichiers de journalisation. Donc souvent, si on fait bien les choses proprement, on va supprimer ça, on va le modifier. Supprimer, je dirais, c'est quand même des traces qu'on laisse visibles parce que si vous voulez récupérer des logs et que là, vous voyez qu'il n'y a plus rien, là, on sait qu'il y a eu des choses qui se sont passées et donc on va essayer de voir si on peut les restaurer. Donc là, ça va être plutôt d'aller modifier discrètement soit la plage sur laquelle on est arrivé, soit essayer de transformer les requêtes en quelque chose de plus légitime, juste pour perturber un petit peu le travail d'enquête. Il y a ça dans un premier temps. Ensuite, dans un second temps, il y a la manière dont on va mettre en place son accès distant. Soit je fais un vieux cron et puis là, il suffit que je fasse une cron tab, puis là, je vois qu'il y a un accès qui est ouvert. Soit j'essaie de lancer un petit exécutable tout discret, soit qui porte le même nom qu'un process, soit qui est lancé en silencieux. Et puis, de temps en temps, je vais faire un petit ping pour donner une petite porte ouverte de connexion, souvent à des intervalles où je sais que potentiellement, pour le pourcentage de chance qu'il y ait une personne humaine qui surveille, il soit faible. Voilà. Tout ça, toutes ces étapes-là, ça prend du temps. Donc souvent, soit on le fait en amont, soit lorsqu'on est une fois introduit dans le système, on va essayer de voir un petit peu, essayer de repérer comment ça se passe au niveau de la détection. Et à partir de ça, on va adapter son schéma. Après, moi, sincèrement, je vous invite plus à aller voir potentiellement tout ce qui est ministère, la police judiciaire qui intervient énormément sur ce type d'affaires. Ils seront mieux à même que moi de répondre à toutes ces problématiques-là. Très bien, merci. Quelqu'un pour une autre question? Eh bien, écoutez, je vous laisse de fait vous rendre sur le stand de CLI Group. CLI Group qui sera à nouveau avec nous demain matin à 10h35. Bravo à eux, merci.